Il est 13 h à Abidjan. Bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 22 mars. À la une, le Conseil des ministres d'hier, entre autres décisions, l'ouverture d'un consulat de la Côte d'Ivoire à Lyon en France et concernant l'identification des puces, la date limite fixée au 31 mars ne sera pas prorogée. La synthèse du Conseil dans ce 13 h. On ira visiter la forêt d'Anguédédou, moins connue que le parc national du Banco, mais 3 fois plus grande. C'est le poumon vert de la ville d'Abidjan. Zoom sur cette forêt dans quelques instants. Et en France, Nicolas Sarkozy dénonce une calomnie après sa mise en examen pour financement illicite et recel de détournement de fonds publics libyens. Il dit vivre cet enfer depuis le 11 mars 2011. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire ouvre un consulat à Lyon en France. Décision du Conseil des ministres d'hier. Conseil qui est revenu sur la date limite pour l'identification des numéros téléphoniques. Date effectivement fixée au 31 mars 2018. La synthèse du Conseil avec Viviane Aimé. En plus d'avoir une ambassade de Côte d'Ivoire en France installée depuis de nombreuses années à Paris, le Conseil des ministres de ce mercredi 21 mars 2018, sous la présidence du chef de l'État, a décidé la création d'un consulat général de la République de Côte d'Ivoire dans la ville de Lyon, où réside à ce jour une communauté ivoirienne forte de plus de 5000 personnes. La création de ce consulat répond au besoin d'assurer une gestion plus efficace, plus rationnelle, plus proche de la diaspora ivoirienne en France. L'ouverture de ce consulat permettra d'assurer aux Ivoiriens de France, en particulier ceux vivant dans la région lyonnaise, donc dans la région Auvergne, Rhône, Alpes et dans les régions voisines, une meilleure protection consulaire et une plus grande célérité dans l'établissement de leurs documents administratifs. La question du règlement des passifs de l'État, baux administratifs, arriérés dus aux fournisseurs, durant la période 2011 à 2016, a aussi fait partie de l'ordre du jour du Conseil. Selon l'audit commandé par le gouvernement, sur le montant de 362,28 milliards de francs qui a été validé, l'État a déjà réglé le montant de 71,16 milliards de francs. Reste le règlement de 291,12 milliards de francs. Le Conseil a décidé d'apurer le solde des passifs validés, soit 291,12 milliards de francs CFA, sans décote, par titrisation sur 5 ans à compter de l'année 2018. Aussi, le Conseil a instruit les ministres chargés des Finances et du portefeuille de l'État à l'effet de poursuivre et d'achever dans les meilleurs délais les audits relatifs à un certain nombre d'autres passifs, notamment les baux administratifs, les passifs de la SOGEPIE notamment, les créances à déclarer par le BNET, tout cela en prenant en parallèle des mesures appropriées afin d'éviter la reconstitution de nouveaux passifs. Le prix de l'électricité va-t-il subir une augmentation, comme le laisse entendre la rumeur? La réponse du porte-parole du gouvernement. Il n'y a pas d'augmentation du prix de l'électricité. En tout cas, pas à la date à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et aucune mesure de ce type n'a été discutée au niveau du gouvernement. Aucune mesure n'a été prise non plus. Donc nous ne savons pas d'où vient cette information. Le porte-parole du gouvernement est aussi revenu sur l'opération d'identification des abonnés de la téléphonie mobile actuellement en cours. La date limite est effectivement fixée au 31 mars. Donc le 31 mars, les personnes qui ne seront pas identifiées risquent malheureusement de se voir mises en restriction d'appel. C'est-à-dire qu'elles pourront continuer à recevoir des appels, mais elles ne pourront pas en émettre. À partir du 31 mars, ces personnes-là disposeront de 2 mois supplémentaires pour régulariser leur situation et garder ainsi leur compte. Si dans les 2 mois qui vont venir après le 31 mars, ces personnes-là n'ont pas régularisé leur situation, évidemment, la sanction ensuite, c'est la coupure définitive et la perte du numéro. Il faut dire que cette opération a démarré depuis le mois de septembre. Nous savons qu'il y a des difficultés, mais en même temps, nous avons proposé des solutions par rapport à ces difficultés-là. En particulier, la première, pour ceux qui n'ont pas de pièce d'identité biométrique, c'est de se rendre à l'ONI et de demander une attestation d'identité avec laquelle ils peuvent
procéder à cette opération d'identification. Cela a été dit et cette possibilité est là. L'ONI est tout à fait à la disposition des personnes qui n'ont pas une carte biométrique et qui voudraient donc se faire identifier. La deuxième solution qui est proposée, c'est le parrainage. Vous n'avez pas une pièce biométrique, vous avez un cousin, un frère qui, lui, détient une pièce biométrique, vous allez ensemble faire l'opération d'identification et lui se portant garant, en quelque sorte, de vous. Il s'agit d'une opération qui est importante pour le pays. C'est une opération qui est importante pour notre sécurité à tous. Il n'y a pas d'autre intention derrière. Il s'agit de créer les conditions qui vont à la fois sécuriser l'État de Côte d'Ivoire, mais également sécuriser tous les utilisateurs aujourd'hui des services sur les réseaux et services de télécommunication. Ce sont au total 2 projets de loi et d'ordonnance, 4 projets de décret et 8 communications qui ont constitué le menu du Conseil des ministres de ce mercredi 21 mars 2018, prochain conseil le jeudi 29 mars. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est de retour du Rwanda. Daniel Kablan-Duncan était dans le pays dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Il a regagné Abidjan après la signature de l'accord 4 portant mise en place de la zone de libre-échange continentale. Écoutons le vice-président à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il a fait un point de son séjour à Kigali. Une forte délégation pour participer effectivement à 2 sommets en réalité. Il y avait 2 sommets. Le premier sommet, c'est le sommet des affaires. C'est tenu le 20 mars dernier et qui avait pour objectif de permettre la compréhension de la zone de libre-échange africaine. Nous avons eu à participer à un des panels concernant les aspects technologie, innovation et commerce intra-africain. Nous avons notamment indiqué que pour la Côte d'Ivoire, les échanges intra-africains sont importants, puisque 34% des échanges s'effectuent avec les pays africains, dont 27% pour les pays de la CEDEAO. Au-delà de ces panels, nous avons le lendemain participé donc à un moment très fort, qui était la signature donc des accords préparés depuis 2012 en fait, et qui ont permis de présenter des textes à la signature des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des chefs de délégation, notamment l'accord général lui-même, mais aussi c'est un protocole en matière d'échange de biens, des services, mais aussi des règles d'origine, et même un texte concernant les questions d'établissement, de situation des personnes. Je dois dire qu'il s'agit donc de textes généraux, c'est important de le signaler, mais qu'au mois de mai 2018, il va y avoir des réunions beaucoup plus techniques pour parler des appendices et des annexes à ces accords qui vont préciser le contenu exact de ces différents éléments-là. Voilà, le vice-président est à Abidjan après la signature de l'accord prévoyant la mise en place d'une zone de libre-échange continentale à Kigali. En fait, c'est un accord qui a été signé hier mercredi à Kigali par une quarantaine de pays sur les 55 que compte l'Union africaine. Le compte rendu de notre envoyé spécial, Awa Touré. Les dirigeants africains déterminés à abattre les barrières douanières viennent de lancer à Kigali la zone de libre-échange continentale africaine, un vaste marché unique à l'échelle des 55 pays membres, avec 1,2 milliard d'habitants et un produit intérieur brut cumulé de 2500 milliards de dollars. Ce jour est historique. Nous sommes venus ici pour matérialiser l'aspiration de nos peuples à l'intégration et à l'unité. Nous sommes venus ici pour poser un nouveau jalon, franchir un pas de plus dans la trajectoire panafricaine dont les germes intellectuels furent sémés au début du siècle dernier.
Plus de 40 chefs d'État et de gouvernement ont signé l'accord cadre qui prévoit la mise en place d'une zone de libre-échange en même temps que le protocole sur la circulation des personnes sur le continent et la déclaration de Kigali. C'est un engagement fort pour la véritable intégration de l'Afrique. Le nom de Kigali sera désormais associé à cet instrument de première importance, à l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Un accord par lequel nos États ont décidé de mettre fin à leur balkanisation et de créer un marché unique, unifié, allant d'Alger au Cap, de Praia à Djibouti. La promesse de la zone de libre-échange et de libre circulation, c'est la prospérité de tous les Africains parce que permettant de prioriser les productions et services fabriqués en Afrique. Ce traité va apporter au continent le développement et les emplois à la jeunesse. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait de l'intégration africaine l'une de ses priorités, était représenté à cette importante cérémonie par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. C'est un honneur pour nous, avec les 4 ministres qui nous accompagnent, d'avoir participé à cette rencontre historique de Kigali et d'avoir eu l'honneur de signer au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ces différents accords et notamment l'accord créant la zone de libre-échange. C'est un moment très fort. C'est à Lagos d'abord. Il a été prévu qu'il va y avoir le marché commun en 2025. Et cette zone donc, de libre-échange est un élément important pour aller vers ce marché commun. Pour entrer en vigueur, l'accord sur la mise en place de la zone de libre-échange continentale devra être ratifié par un minimum de 22 pays. Et après cet accord, le vice-président a regagné Abidjan. Dans l'actualité également, le chef du gouvernement s'est prononcé hier sur l'Eurobond 2018. Message majeur, la Côte d'Ivoire a levé 1115 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux. Amadou Gon Coulibaly a précisé que le risque de surendettement de la Côte d'Ivoire demeure modéré. Le point avec Mahama Traoré. C'est le deuxième Eurobond que le gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly réalise avec succès en moins d'1 an. Pour autant, cette prouesse emmène à s'interroger si la Côte d'Ivoire ne s'expose pas à un risque de surendettement. Face à une telle inquiétude, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly rassure l'opinion publique. Comme un ménage qui, pour l'acquisition d'une maison, va apporter ce qu'on appelle une avance, un élément qui est l'apport personnel, et va recourir auprès d'une banque pour financer le coût de sa maison, s'endetter pour financer des biens que vous allez acquérir et que vous allez exploiter sur du long terme est une chose normale, que ce soit dans la vie des individus ou dans la vie des nations. Tous les pays du monde, pour se développer, pour faire des infrastructures qui sont des infrastructures dont l'exploitation par les populations se font sur le long terme, s'endettent, tout cela est normal. Donc il ne faut pas que le fait de s'endetter soit vu comme étant un problème. S'endetter fait partie intégrante de, je dirais, la vie et de la gestion économique d'un pays. Le stock de la dette sur la richesse qui est le PIB ne doit pas excéder 70%. Ça, c'est la norme au niveau de l'UEMOA. Nous, en tant que Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui à 42,6%. À la fin de l'année 2018, nous serons donc à un peu plus de 43%, donc il y a une augmentation de 0,6%, ce qui est une augmentation qui est modérée. Deuxièmement, les bailleurs mesurent également la soutenabilité de la dette par un autre critère qui est le service de la dette ramené aux recettes fiscales, c'est-à-dire vos recettes propres. On voit le service de la dette, ce que vous aurez à payer annuellement au niveau de la dette, on les ramène à vos recettes propres, donc les recettes fiscales. Sur ce critère aussi qui est extrêmement important, donc nous sommes en deçà
donc, du seuil qui est de 18% fixé donc, avec le Fonds monétaire international. Donc, je voudrais vous dire que sur tous les critères de viabilité de la dette, notre pays aujourd'hui respecte l'ensemble des normes. Et donc, l'endettement que nous faisons est un endettement pour financer des investissements importants qui eux-mêmes vont soit générer la croissance qui permet au pays de devenir encore plus riche, et c'est grâce à cette richesse supplémentaire que nous allons rembourser la dette. Donc, il n'y a pas de problème de solvabilité. 1,7 milliard d'euros, soit 1115 milliards de francs CFA ont été mobilisés lors de cet Eurobond 2018. Ce montant va permettre de financer d'importants projets de développement. Le président de la République et le Conseil avaient annoncé un important programme d'investissement dans le secteur de la santé. Je me souviens encore que ce programme était évalué à près de 577 milliards de francs CFA. Donc, un des éléments importants pour la part de l'année 2018 de ce programme sera donc de financer, je dirais, ce programme sur les ressources de l'eurobond. Nous avons aussi, vous le savez, l'école pour tous, qui est un programme important qui nécessite des investissements importants. Il y aura la contrepartie de beaucoup de grands projets d'infrastructures. Vous avez le 4e pont d'Abidjan qui sera financé par la BAD, mais la Côte d'Ivoire a une contrepartie à ce financement. Donc cet élément aussi sera pris en compte dans le cadre de cet eurobond. Vous vous souviendrez aussi de l'engagement du président de la République de faire en sorte que tous les villages qui ont plus de 500 habitants soient électrifiés. Nous avons aussi une contrepartie et une part nationale dans le cadre de financement de cet investissement important d'électrification au niveau du pays. La réussite de cette opération d'eurobond traduit une fois de plus l'intérêt que suscite la Côte d'Ivoire auprès des investisseurs internationaux. Nous sommes allés uniquement sur le marché de l'euro pour nous rendre compte que non seulement ce marché était liquide profond, mais que nous pouvons émettre à long terme. Et ce long terme, je veux vous le dire, c'est l'expression d'une confiance extrêmement forte des investisseurs internationaux dans la Côte d'Ivoire. Dans ces chiffres, au plan économique, dans ces institutions, la confiance dans le pays et en son avenir. 1115 milliards de francs CFA récoltés sur les 1310 milliards recherchés sur les marchés financiers pour financer le budget 2018. Pour les 195 milliards restants, le gouvernement prévoit de recourir au marché financier sous-régional. Le Premier ministre a reçu également hier le vice-président de la Banque mondiale région Afrique. Les échanges ont porté sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'institution de Bretton Woods. Les sujets abordés concernent les projets d'investissement prévus dans notre pays. Jean-Luc Gbangbo. Les relations entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale sont excellentes. C'est ce qu'a confié Mactar Diop, vice-président pour la région Afrique de cette institution, à sa sortie d'audience cet après-midi avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire constitue selon lui l'un des principaux partenaires de la Banque mondiale et une des économies les plus importantes en raison de la croissance enregistrée par le pays. La voix de la Côte d'Ivoire est une voix extrêmement importante pour les pays africains et Monsieur le Premier ministre la représente avec beaucoup de brio. Mactar Diop a également félicité les autorités ivoiriennes pour le succès rencontré par le 4e eurobond lancé sur les marchés financiers internationaux. L'émission en eurobond, qui est, je crois, la plus importante qui a été enregistrée dans un pays subsaharien, est une émission qui montre que le marché international croit en la Côte d'Ivoire. Il croit en la Côte d'Ivoire. Les taux qui ont été obtenus sont des taux très, très favorables quand on regarde les conditions actuelles du marché. Et malgré cela, la Côte d'Ivoire a réussi à avoir un taux et une maturité qui est très impressionnante. La Côte d'Ivoire a réussi à lever à travers cette opération 1,7 milliard d'euros, soit 1115 milliards de francs CFA sur les places financières de Londres, New York, Francfort et Paris. Le vice-président pour la région Afrique a également évoqué les projets d'investissement que la banque entend consacrer à la Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines de la santé, des infrastructures économiques et de l'énergie. Dans l'actualité politique, la campagne électorale qui a démarré le 19 mars prend fin ce jeudi 22 mars à minuit. Il s'agit des sénatoriales. 116 candidatures ont été retenues. Ce soir, le point de la campagne à l'intérieur. Dans notre édition, donc,
de 20h. Et puis la plateforme de l'opposition ivoirienne qui regroupe une vingtaine de partis politiques, dont le FPI de Pascal Affi-N'Guessan, le RPP de Ouattara Nyonzié et le COGEP. La plateforme s'est rendue donc ce jeudi à la commission électorale indépendante. Le mouvement est allé déposer une résolution contre l'institution et contre les élections sénatoriales organisées dans le pays. La plateforme de l'opposition ivoirienne estime que les sénatoriales se tiennent en violation de la Constitution. Nous y reviendrons ce soir donc avec notre reporter Alexis Ouedraogo. Aujourd'hui, le monde entier célèbre l'eau autour du thème « Solutions pour l'eau basée sur la nature ». Le gouvernement ivoirien invite les populations à une prise de conscience collective pour une gestion efficace, rationnelle et durable de l'eau. La Côte d'Ivoire dispose de 77 milliards de mètres cubes d'eau mobilisables par an. Francis Boifo pour plus de détails. La Côte d'Ivoire, 322 462 km². Son système fluvio lagunaire s'étend sur environ 550 km d'est en ouest et couvre une superficie de près de 1200 km² exploitée pour la pêche, l'aquaculture, le transport et les loisirs. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est abondamment arrosé en eau atmosphérique, encore appelée eau de pluie. 1000 mm d'eau par an au nord, entre 1000 et 1200 au centre et 2000 mm d'eau au sud. La Côte d'Ivoire dispose de 9 bassins d'eau, dont 4 principaux, le Cavali, le Bandama, le Sassandra et la Comoé, des eaux souterraines et environ 600 barrages pour la mobilisation des ressources en eau. D'après les récentes études, la quantité d'eau mobilisable par les eaux de surface est estimée à près de 39 milliards de mètres cubes. Et les eaux souterraines sont estimées à 38 milliards de mètres cubes d'eau. Donc nous avons des ressources en eau disponibles qui sont estimées à près de 77 milliards de mètres cubes d'eau qui peuvent être utilisés par l'agriculture, l'approvisionnement en eau potable, par l'hydroélectricité, par le transport fluvial, par le tourisme, en tout cas par tous les secteurs d'activité qui sont tributaires de l'utilisation des ressources en eau. Est-ce que c'est suffisant? Lorsque vous prenez 77 milliards de mètres cubes, si vous convertissez en litres, ça fait 77 000 milliards de litres d'eau qui sont disponibles. Si vous divisez par la population ivoirienne, on n'est pas au bord du stress hydrique. Pour une population de 23 millions, c'est 3347,8 mètres cubes d'eau par habitant par an mobilisables pour 1000 mètres cubes recommandés par habitant par an. Vous pouvez avoir 77 milliards de mètres cubes d'eau. Si l'intégrité physique de cette eau n'est pas préservée, qu'elle est polluée, vous ne disposez plus d'eau en réalité pour la consommation ni pour les autres usages. Et c'est pourquoi la pollution des eaux doit nous interpeller. La pollution de l'eau, une préoccupation majeure pour le gouvernement. La majorité des eaux usées, issues des ménages, des industries et des activités agricoles, est restituée à la nature sans traitement. Depuis quelques années, la pollution des eaux est observée en de nombreux endroits, notamment dans les bassins hydrologiques du Bandama, de la Comoé, de la Bia, ainsi que dans certaines forêts classées. Cette situation a un impact négatif sur l'environnement, sur la santé et le bien-être de nos populations. Il nous faut sauvegarder nos fleuves, nos rivières, nos lacs et nos zones humides, afin de préserver notre santé et offrir à nos concitoyens une eau abondante et de bonne qualité. C'est une invite à une prise de conscience collective pour une gestion efficace, rationnelle et durable de l'eau pour assurer la pérennité des écosystèmes à l'occasion de la célébration de la 26e journée mondiale de l'eau. Eau et environnement, nous allons nous intéresser à la forêt d'Anguédédou. Moins connue que le parc national du Banco, mais 3 fois plus grande, c'est le poumon vert de la ville d'Abidjan. Nous vous proposons de découvrir cette forêt, son importance pour les Abidjanais et surtout les menaces qu'elle subit. C'est un reportage de Christelle Menant. Marcoré, planté en 1998. Acajou, planté en 1977. Des essences rares, encore visibles dans la forêt d'Anguédédou. C'est à Abidjan, à 2 km sur l'autoroute du Nord. Anguédédou, c'est avec le parc national du Banco
Le poumon vert d'Abidjan, un havre anti-pollution, un véritable puits de carbone de plus de 8000 hectares. En 1943, sa superficie avait été évaluée à plus de 11 000 hectares. Aujourd'hui, le couvert forestier d'Anguédédou n'est que de 36%. Le pourcentage restant est dédié à des plantations industrielles et à la recherche. La forêt d'Anguédédou est menacée. Pollution par les eaux usées provenant surtout de la zone industrielle de Yopougon. Urbanisation galopante. Nos limites sont parties en fumée. Vous voyez les maisons qui sont là. On détruit au fur et à mesure nos limites d'étaient plantées depuis des années pour la construction de maisons. Menacer la forêt d'Anguédédou en la déboisant, c'est prendre le risque de manquer d'eau potable. Sous ces arbres, une importante nappe phréatique. 17 forages permettent d'alimenter en eau potable la zone d'Abidjan Nord. Pas d'arbres, pas d'ombre. Et sans ombre, la terre se dessèche plus rapidement et durcit, empêchant ainsi le forage de fonctionner normalement. On dit qu'il est ensablé. Pour protéger cette nappe phréatique et assurer la distribution d'eau potable à Abidjan Nord, il faut reboiser. Quand nous avons des surfaces qui sont dénudées, décapées, tout de suite, notre objectif, c'est de chercher à recouvrir le couvert de ce sol-là. En 2015, nous avons reçu des élèves d'une école. On leur a proposé la parcelle pour un reboisement. Après 3 ans, je crois, nous avons les arbres qui sont en train de se développer. Une étude de 2015 a recensé 186 espèces végétales dans la forêt d'Anguédédou. Des espèces à préserver pour espérer contenir la pollution de l'air abidjanais et fournir de l'eau potable à près de 9 millions de personnes. Autre actualité, les bébés siamois nés au CHR de Mans sont depuis hier à Abidjan. Les sœurs siamoises sont prises en charge au service néonatal du CHU de Yopougon. Hier, la ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, leur a rendu visite. Alexis Ouedraogo. Elles sont nées lundi au centre hospitalier régional de Mans. Les jumelles siamoises sont reliées par l'abdomen. Elles partagent une jambe et aussi le foie. Ce mardi, elles ont été évacuées sur Abidjan pour être prises en charge au service néonatal du CHU de Yopougon. La ministre de la Santé, Raymond Kofi Goudou, leur a rendu visite. Les médecins sont unanimes en me disant que nous avons des plateaux techniques maintenant. Nous avons le plateau technique capable de pouvoir soutenir l'intervention chirurgicale qui va se faire. Ils vont programmer l'intervention chirurgicale et nous sommes même prêts, s'ils le souhaitent, à renforcer avec d'autres expertises qui pourraient nous venir de l'extérieur pour les renforcer, pour donner toutes les chances, n'est-ce pas, à cette intervention chirurgicale qui est délicate. L'opération se fera ici même à Abidjan. Elle réunira plusieurs spécialistes. On a fait l'IRM qui a montré qu'ils avaient un foie commun. Chacun a une jambe et les deux autres jambes sont ce qu'on appelle une syringomyélie. C'est une jambe commune pour les deux. Donc quand vous voyez ces enfants, ils ont, si on compte, 3 jambes. Cette intervention chirurgicale va nécessiter plusieurs expertises, dont les chirurgiens digestifs qui vont s'occuper de l'abdomen, les traumatologues qui vont s'occuper des membres, et puis les vasculaires qui vont s'occuper de tous les problèmes des veines et surtout au niveau du foie. Pour l'heure, leur pronostic vital n'est pas engagé. L'occasion pour la ministre d'inviter les femmes enceintes à respecter les visites prénatales. Si elle avait fait ses examens prénataux, si elle avait fait ses échographies, si elle avait tout fait, on aurait vu très tôt. Et à ce moment, les médecins auraient été capables de poser le bon diagnostic. Mais quand on arrive tard, voilà un peu les conséquences. Le dernier cas de siamois connu en Côte d'Ivoire date de 2014. L'opération réalisée avec succès a permis de garder les 2 enfants en vie. En France, l'ancien président français dénonce une calomnie
Nicolas Sarkozy a été inculpé hier soir dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2007. L'ancien président explique vivre l'enfer de la calomnie depuis le 11 mars 2011 et affirme être accusé sans aucune preuve matérielle. C'est la déclaration faite par Nicolas Sarkozy au juge à l'issue de sa garde à vue. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. On se retrouve à 20h. Merci de votre fidélité.